journal du soir, édition de ce vendredi 28 août 2020. Voici tout de suite les titres. La mise en œuvre de la couverture santé est désormais effective au Cameroun. Le ministre de la Santé publique vient de signer un accord, un partenariat avec une structure coréenne. On en parle dans ce journal et nous reparlerons des intempéries au Cameroun et notamment de l'Observatoire national des changements climatiques en charge de scruter le ciel et prévenir en cas de nécessité les autorités nationales et même locales. Et puis à l'étranger, Niger alerte aux inondations. On note une montée des eaux du fleuve du Niger. Voilà pour les titres. De votre fidélité au 19h45. Merci. Je voulais annoncer en titre la mise en œuvre de la couverture santé est désormais effective au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, vient de signer un accord important avec une structure coréenne. Les détails de Patrick Ngoyan dans ce reportage. Le Cameroun signe un contrat de 1300 milliards de francs CFA avec la société NTMC pour la couverture santé universelle. La signature officielle de la dite convention a été faite par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, au nom de l'État du Cameroun, a procédé à la signature de la convention de partenariat entre la société New Tech Management Cameroun, NTMC, pour le projet de financement, de conception, de construction, d'exploitation d'équipements et de maintenance du système de gestion de la couverture santé universelle. La couverture santé universelle permet à tout citoyen de pouvoir acquérir des premiers soins. Donc, nous avons par exemple au niveau des assurances ou de la CNPS, il y a tout un programme qui permettra à chaque Camerounais, c'est-à-dire partout où il peut se trouver, s'il a cette carte, parce qu'il va falloir, il va s'agir là d'une carte. Quand vous arrivez dans une formation sanitaire, vous la présentez et tout de suite, vous faites administrer les soins. Les Camerounais les plus vulnérables seront les premiers à être les bénéficiaires. C'était donc sous les vigilances du Premier ministre, chef du gouvernement, et en présence des ministres d'État, ministres de la Justice, du ministre des Finances, du ministre de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement des Territoires, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre des Affaires sociales et de la partie coréenne, que Manaouda Malachi a procédé à la signature du contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de ce qui va être caractéristique d'une évolution dans la santé publique au Cameroun. Annoncé depuis des années, le projet de couverture santé universelle s'élève à 1300 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre devrait permettre aux Camerounais, dont 98% manquent d'assurance médicale, de bénéficier d'un accès aux soins de santé. Au moment où tout le monde semblait être fier de la bonne nouvelle, un bémol est relevé par un membre du groupe ayant réfléchi sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Selon Isaac Bissala, président de l'Union générale des travailleurs du Cameroun, la procédure ayant abouti à la sélection de NTMC suscite la controverse. Selon ces derniers, je le cite, « J'ai appris par voie de presse que le Premier ministre a sélectionné une entreprise pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun. Aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis membre du groupe technique national intersectoriel qui a préparé le projet à 1300 milliards de la CSU. Je n'ai jamais vu le dossier de New Tech Management Cameroun, l'entreprise qui a été déclarée adjudicataire de ce contrat. » Pour le syndicaliste, le choix de la société New Tech Management Cameroun est donc une surprise. La polémique trouve aussi son amplification par le manque de lisibilité qui caractérise le groupe NTMC, adjudicataire du contrat. Le dit groupe ne dispose en effet pas d'un site internet ou encore de compte sur les réseaux sociaux. De même, aucune information n'est disponible sur ses dirigeants. Au-delà des polémiques que suscite ce contrat, la signature de l'accord de partenariat relève néanmoins d'une grosse évolution, sinon d'une révolution dans le domaine de la santé publique dans notre pays. Et
Et vous avez certainement reconnu là la voix de notre reporter Jean-Marie Nombélé qui nous parlait de la mise en œuvre effective de la couverture santé au Cameroun à travers un contrat qui vient d'être paraphé par le ministre de la Santé publique avec donc une structure coréenne. La ville Lumière EDEA vient de recevoir un don de la part de la Croix-Rouge camerounaise, un don qui rentre donc dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le compte rendu de cette cérémonie riche en couleurs avec vous, Priscille Messéné et Jean Blestonnier depuis EDEA. Il y a quelques mois de cela, la Croix-Rouge camerounaise était en deuil suite au décès du président départemental de la Sanaga-Maritime. Profitant de cette occasion, cette organisation non gouvernementale a procédé à l'installation d'un nouveau bureau départemental de la Sanaga-Maritime, dont la tête est désormais dirigée par une femme. Cette cérémonie a été présidée par le préfet de ce département avec la présence de la présidente nationale. Profitant de ce contexte marqué par la propagation du coronavirus, cette organisation a remis des dons de consommation aux populations, mais aussi des dons composés des kits barrières pour éviter de probables contaminations à la pandémie, mais aussi la régression de la maladie dans cette partie du pays. Je dois dire que nous allons continuer ces distributions dans tout le pays. En plus des kits wash, il y a également des kits de subsistance pour les personnes vulnérables. Nous avons choisi 2 orphelinats de la ville d'EDEA qui en bénéficient. Notre devoir, c'est d'accompagner l'État, d'accompagner le gouvernement dans ses missions humanitaires auprès des populations. Donc, chaque fois que cela est nécessaire, la Croix-Rouge est présente pour accompagner l'État. Pour le cas d'espèce, nous appuyons l'État dans la lutte contre le Covid-19. Une action qui vise non seulement à sensibiliser les populations sur les ravages causés par la pandémie, mais aussi le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement camerounais et l'Organisation mondiale de la santé. Un soutien au Cameroun pour accompagner et renforcer la capacité de gestion de la pandémie dans l'ensemble du triangle national. Tous les amis de la Croix-Rouge se sont mobilisés dans le cadre de laquelle, comme Madame la Présidente de la Cité, on a d'autres organisations qui sont présentes au niveau du Cameroun qui appuient également cet accompagnement-là. Nous avons également d'autres projets au niveau du Cameroun qui se sont adaptés à la situation de la pandémie et qui ont prévu également de donner un peu de fonds pour pouvoir intégrer la réponse Covid dans le cadre de la mise en œuvre de ces assistances. Après la cérémonie d'installation, les autorités administratives, accompagnées des cadres de cette organisation, ont apporté un soutien total au district de santé d'EDEA pour continuer le combat contre le coronavirus, un combat qui est mené par les autorités sanitaires. Reparlons des intempéries au Cameroun dans cette édition du 19h45 et notamment de l'Observatoire national des changements climatiques en charge de scruter le ciel et de prévenir les autorités sur le plan national et local. Quel est son rôle au quotidien? Frédéric Moutomé nous en dit plus. Les pieds sur terre, ils ont toujours la tête par contre au ciel car leur travail consiste à observer les nuages et à prédire les comportements du climat. On détermine en fonction des zones les quantités de précipitations qui seront reçues pendant la période ainsi que les potentielles conséquences. Un travail contraignant qui oblige une présence permanente sur ce lieu. Quand nous finissons de faire ce travail d'analyse, nous informons toutes les administrations du sommet jusqu'à la plus basse administration. L'Observatoire des changements climatiques avait déjà vu venir ces fortes précipitations les derniers jours et les avait même annoncées. Ce travail est quasi quotidien. D'ailleurs, la boule de cristal de l'Observatoire est loin d'être optimiste pour les jours à venir. Elles seront plus importantes que celles obtenues il y a de cela 10 jours. Donc, les risques sont plus importants que ce qu'on a eu à vivre dernièrement. Ici, la machine reste toujours allumée et ce grâce à une vingtaine de personnes assidues malgré un matériel de travail encore vétuste et rudimentaire. Ces jeunes opérateurs se font donc le devoir de mieux lire les mouvements du ciel.
Les nouveaux responsables du tribunal militaire de Bafoussam ont donc pris fonction. C'est donc dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Les détails de Jean-Germain Yedna. Le lieutenant-colonel Eyodo Aïssi Paul Gislan est le nouveau président du tribunal militaire de Bafoussam et le chef d'escadron Youssoufa Goupaou est le nouveau commissaire du gouvernement auprès de la chambre militaire des cours d'appel de l'Ouest et du Nord-Ouest et des régions du Sud-Ouest. En raison de la pandémie à coronavirus, l'audience solennelle d'installation comme il est de coutume n'a pas eu lieu. Ce sont les signatures des documents entre ces responsables du tribunal militaire de Bafoussam, récemment nommés, et les prédécesseurs sous la coordination du directeur de la justice militaire, le colonel Sipa Didier, qui sont venus matérialiser la prise de fonction effective de ces responsables de la justice militaire. Une séance de travail dans la salle d'audience du tribunal militaire de Bafoussam qui a permis au directeur de la justice de donner des consignes au personnel de cette juridiction avec une emphase sur les recommandations aux élus du jour. Demander au nouveau président, le lieutenant-colonel Wadou Aïssi, d'insister sur le professionnalisme. Le professionnalisme, pourquoi? Parce que c'est un élément indispensable pour garantir la qualité des décisions de justice à rendre. Nous avons également demandé au commissaire du gouvernement de la Cour qui a aussi pris le service ce jour, de veiller à ce que la justice soit rendue de façon équitable. On n'a pas manqué également d'indiquer qu'il s'éloigne des fléaux qui plombent la justice en général et la justice militaire en particulier, notamment la corruption, le rackettage et le trafic d'influence. Nous avons pris le courage d'en parler parce que ce sont des fléaux qui plombent la justice en général et la justice militaire en particulier. Oui. D'ores et déjà, les maçons sont attendus au pied du mur. Aussi, cette séance de travail a permis au commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Bafoussam de dresser le bilan des activités jusqu'ici menées et de présenter le personnel de cette juridiction qui, malgré leur nombre réduit, s'active au quotidien pour rendre une justice saine et rehausser l'éclat de la justice militaire dans la région de l'Ouest. 14 nouveaux délégués installés en ce jour dans la ville de Douala. Une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadiboua, qui a prescrit probité morale à ce personnel à la tête des délégations ministérielles. Patrick Ngoyan. Des applaudissements bien nourris pour 14 hommes et femmes installés ce jour officiellement à la tête de leurs différentes délégations dans la région du littoral, du délégué des transports au délégué des sports, en passant par le délégué régional du ministère du développement urbain et de l'habitat. Le gouverneur de la région du littoral s'est voulu clair. Ces responsables d'administration ne doivent pas perdre de vue la charge de leurs responsabilités. Vous devez tous, dans vos actes, en public comme en privé, tout mettre en œuvre pour vous montrer toujours digne de la confiance placée en vous. Je vous demande de veiller à la préservation et au renforcement de l'éthique du service public. Une éthique assise sur la déontologie, c'est-à-dire la ponctualité, l'assiduité, la disponibilité, la serviabilité vis-à-vis des usagers et par-dessus tout, la gratuité du service public et son corollaire, la lutte contre la corruption et la pénalité. Patrice Biake, nouveau délégué régional du ministère du développement urbain et de l'habitat, mesure pleinement la tâche à lui assigner. Nous avons un défi à relever. Nous devons, en réalité, suivant la politique de notre ministère, penser à l'amélioration de l'offre en logement. Et il y a de cela quelques jours, vous comprenez que le volet logement est le sujet phare de tous les médias. Maintenant, je voudrais également dire qu'au-delà de ces logements, il y a le volet aménagement urbain. Le ministère de l'Habitat et du Plan urbain qui porte un projet gouvernemental relatif au plan d'urgence triennale pour l'accélération de croissance économique volet voirie. Les travaux sont en cours d'achèvement. Il y a ça quelques jours, nous avons réceptionné 4 chantiers sur les 8 inscrits. Nous sommes également en train de vouloir boucler avec les chantiers de voirie urbaine dans le cadre des préparatifs du CHAN 2021 et de la CAN 2022. Daniel Bruno Ngadjo est tout aussi prêt à relever le défi
à la délégation régionale du ministère du développement local et de la décentralisation. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travail à accompagner les communes au quotidien, de manière à ce que celles-ci se prennent en charge, notamment les communautés, que les communautés participent à leur propre développement. C'est le défi qui est le nôtre. Et avec toutes les autres équipes, nous allons donner le meilleur que nous pouvons. Le transport demeure un secteur crucial dans la région du littoral. Le tout nouveau délégué régional en est conscient. La région m'a interpellé au sujet de la sensibilisation au niveau des agences de voyage, au niveau des syndicalistes, afin que le climat social ne prenne pas un coup en cette période délicate que traverse notre pays. J'investirai toutes mes énergies, toute ma modeste intelligence pour être à la hauteur des missions qui sont les miennes. Ces hommes et femmes ont donc du pain sur la planche. La saveur des mets sera jugée selon l'intensité au fourneau. Le nouvel exécutif municipal du Mayo-Oulou, dans la région du Nord Cameroun, a officiellement pris fonction. C'était donc une cérémonie riche en couleurs qui a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel de ville de cette localité. Reportage sur les images de Seydou Fonzi. L'hôtel de ville du Mayo-Oulou connaît désormais ses nouveaux locataires. Ils sont 5, appelés à mener à bien les activités de cette municipalité. À leur tête, le nouveau maire Boubacarine Djida, qui a été élu. Ce travailleur dans les douanes hérite d'une commune en quête du développement. Le nouvel exécutif communal a reçu comme recommandation principale de mettre l'humain au centre des actions. Nous venons de, comme vous venez de dire, d'installer l'exécutif communal. Nous les avons donné plein de recommandations. Mais ce qui me tient à cœur, c'est une seule recommandation. Œuvrer pour l'efficacité et améliorer les conditions de vie des populations de base. Le nouveau magistrat municipal accompagné de ses 4 adjoints concerne la tâche ardue qui les incombe désormais à la tête de cette commune de plus de 120 000 âmes. Les ressources propres de la commune, avec les partenaires au développement, vont concourir à la réalisation des projets fixés à la faveur des populations. En tête, la lutte contre le Covid-19. J'ai été installé officiellement par le préfet du département de Mayo-Outi et je tiens fermement à réaliser toutes mes promesses de campagne. Une fois de plus, j'ai dit halte au Covid-19 dans la commune de Mayo-Oulou. Le Mayo-Oulou est l'une des 3 communes du département du Mayo-Outi. Elle a une forte potentialité en matière des échanges. Le nouvel exécutif va donc apporter sa pierre à l'édifice de cette commune, autrefois résidence du président Ahidjo. En économie, Akan Wumi Adesina, le Nigérian, remplit un second mandat à la tête de la BAD en tant que banque africaine de développement. Malgré les nombreuses accusations à son endroit, il a été blanchi et c'est à 100% des voix qu'il a été réélu. Une fois encore, Patrick Boyan. Le président sortant de la Banque africaine de développement, seul candidat à sa réélection, a été reconduit à son poste ce jeudi 27 août 2020. Lors des assemblées annuelles virtuelles pour cause de pandémie de coronavirus. Contrairement à ce qu'auraient souhaité ses plus fervents partisans au sein des actionnaires africains de la banque, le Nigeria n'a pas été réélu par acclamation, comme cela avait été le cas pour ses 2 prédécesseurs, le Rwandais Donald Kaberuka et le Marocain Omar Kabaj. Il a été à l'issue d'un vote, comme décidé en février par le comité en charge de l'élection, ne décrochant pas seulement la double majorité requise auprès des actionnaires africains, et de l'ensemble des actionnaires, mais une unanimité totale avec 100% avait reçu le soutien de l'Union africaine. La veille de l'élection, lors de la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles, le président ivoirien Alassane Ouattara avait rappelé son soutien au candidat nigérian, affirmant souhaiter sa réélection. En poste depuis mai 2015, Akiwumi Adesina
remplit donc pour un mandat de 5 ans afin de continuer à mettre en œuvre les 5 priorités qu'il assigne à l'institution, à savoir nourrir, électrifier, industrialiser, intégrer le continent et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Même si elle était attendue, cette reconduction est une victoire pour l'ancien ministre de l'Agriculture nigérien, fragilisé depuis le début de l'année par des accusations de mauvaise gouvernance dont il a toutefois été blanchi. Rendu public par un groupe de lanceurs d'alerte de la banque et visant expressément son patron, ces accusations ont provoqué une crise au sein de l'institution et un feuilleton à rebondissement avec l'examen de la plainte par le comité de l'éthique de la banque, puis notamment sous la pression des États-Unis. Malgré tout, l'institution a annoncé la mise en place d'un comité ad hoc du Conseil des gouverneurs pour revoir le cadre de gouvernance de la banque en matière d'éthique et de traitement des plaintes. Il doit notamment examiner et mettre à jour la politique de dénonciation, le code de conduite des dirigeants élus et le mandat du comité d'éthique. Un gage donné durant ces assemblées annuelles aux derniers actionnaires qui souhaitaient encore obtenir des garanties en matière de bonne gouvernance. Le résultat unanime du scrutin semble donc clore l'affaire Adesina et la période de turbulence associée. L'institution aura cependant d'importants défis à relever durant les 5 prochaines années, à commencer par l'appui au pays pour faire face à la pandémie de Covid-19, la réalisation de l'augmentation de capital historique approuvée en octobre 2019 et l'apaisement des relations avec les actionnaires étrangers. Les prochaines assemblées annuelles de la BAD auront lieu du 24 au 28 mai 2021 à Accra. Le ministre ghanéen des Finances, Kenneth Ofori-Atta, prenant la suite de Niala Kaba comme président du bureau du conseil des gouverneurs de l'institution. Merci à vous, Patrick Ngouagnon. Retour donc au Cameroun. Parlons des travaux du conseil d'administration de la Société immobilière du Cameroun. Ces travaux ont été présidés par Mme Célestine Kétia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, par ailleurs président du conseil d'administration de la SIC. Je vous suggère d'ailleurs de suivre cette attitude de Mme Célestine Kétia-Cortez au micro de nos correspondants sur place à Yaoundé, Jean-Oscar Libok et Mohamed Essombadeu. Ça porte sur la mise en place des comités. Vous savez, pour plus de gouvernance, le conseil d'administration, selon l'OADA, doit se doter d'organes de prolongement de la mission de surveillance de la société. Donc nous avons mis en place 3 comités, comité de gestion administrative et financière, comité d'audit, et bien sûr un comité opération et stratégie et coopération qui permettent à la SIC d'avoir l'ouverture sur la recherche des partenaires financiers, mais également sur le suivi du personnel. C'est-à-dire que les reclassements, que les avancements, que les salaires soient assis sur des bases juridiques et de justice sociale. Donc c'est vraiment un travail de fourmi qui a été livré pendant ces 2 jours. Et nous voulons féliciter la direction pour les initiatives et demander que ces initiatives, ces innovations que la direction générale souhaite apporter soient assises sur la réalité, sur la situation réelle, et que ces innovations, devant une dépense, permettent d'évaluer les rentrées d'argent, parce que c'est de ça qu'il s'agit, permettre à la SIC d'avoir des revenus suffisants pour la stabilité du personnel, pour l'entretien des bâtiments qui existent et la production de masse de logements attendue par le président de la République. En sport, aux hommes de valeur, la nation reconnaissante, c'est le cas des 22 lions issus de l'expédition de l'Italie 90 qui vient donc de recevoir les clés de leurs logements sociaux, au total 22. C'est une promesse du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui date de 30 ans. Jean-Oscar Libok et Mohamed Essombadeu. Un autre sacre de gloire, 30 ans après, les 22 lions, très héroïque participation à la Coupe du Monde 90 en Italie. Le chef de l'État avait alors décidé d'octroyer à chaque 22 joueurs du champ un logement pour avoir hissé le vert ou jaune aux yeux du monde à ce niveau de la compétition.
le tout premier pays africain à l'avoir fait. François Omambi revoit encore le but d'anthologie face à l'Argentine. Le temps n'a pas pu effacer un seul souvenir. J'ai sollicité le ballon au premier poteau, mais Makanaki m'a dévancé. Il est parti en duel avec un Argentin. Le ballon a été dévié. C'est parti, ça a pris de la hauteur pour le deuxième poteau. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas posé de questions. Je suis allé le chercher, essayer de le rabattre le maximum. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Le gardien fait une erreur de main et c'est la joie pour nous. De ces 22, 3 ont manqué à l'appel, notamment le tout dernier à avoir quitté le groupe, dont les obsèques entrent ce week-end. Le capitaine emblématique Stéphane Tato, représenté par sa fille aînée, malgré l'émotion, a su comme son géniteur garder le verbe, Ivana Tato. Ça montre à quel point papa était un homme honorable, c'est un homme bien, c'est un homme grand, donc j'apprécie ça. Et j'ai vraiment intérêt à être forte à l'avenir, à être comme lui, à être une battante. Cérémonie de remise des clés à ces Lions de 90, co-organisée par le ministère des Sports et l'Éducation physique et le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Le chef de file du MINDU, Célestine Kecha-Cortez, traversait tout aussi d'émotions. Son propos liminaire se confondait à un reportage de match que livraient ces Lions. Cette cérémonie qui se tient ce jour marque l'accomplissement d'une instruction faite par le chef de l'État. En effet, lors de la Coupe du Monde Italie 90, les Lions indomptables ont réalisé un exploit qu'aucune équipe africaine n'avait réalisé jusqu'alors. Atteindre le prestigieux stade de quart de finale de cette compétition mondiale. Et cet exploit, d'autant plus retentissant que 30 années plus tard, aucune équipe africaine n'a battu ce record. En franchissant la barre des quarts de finale. Prenant la parole, Narcisse Mouele-Kombi, patron de sport, ne pouvait qu'engager les jeunes à suivre leur exemple. Que les générations présentes et futures s'inspirent de vos exemples pour permettre au sport camerounais d'exceller toujours davantage sur l'échiquier continental et mondial. Oui, aussi, pour ouvrir des portes d'expérience pour la gloire et la victoire à l'occasion du CHAN en janvier 2021 et de la CAN en janvier 2022 dans notre pays. En 90 minutes de cérémonie, l'émotion au palais des sports de Yaoundé qu'avaient provoqué ces héros du football national s'est refait. Il fallait s'appeler Paul Biya pour le refaire 30 ans après. Ce vendredi, je parle au Tchad, justement, où on note un impact sur l'emploi des jeunes. Africa 24. Au Tchad, le programme d'appui aux diplômés sans expérience se veut salutaire. Initié par l'Office national pour la promotion de l'emploi, il contribue à atténuer l'impact de la Covid-19 sur la situation socio-économique des jeunes. Grâce à ce programme, des milliers de jeunes ont bénéficié de stages pré-emploi rémunérés, aussi bien dans les entreprises publiques que privées. Concernant les anciens stagiaires du programme d'appui aux diplômés sans expérience, il y en a qui sont confirmés après leur stage, comme en témoignent les bénéficiaires. Et maintenant, les autres, ceux qui n'ont pas eu la chance d'être maintenus au sein de l'entreprise, ils reviennent vers nous parce que nous organisons des techniques de recherche d'emploi. Il y a des ateliers, des techniques de recherche d'emploi que nous organisons. Et qu'au vu de ça, maintenant, il y a une division qui est concernée, division orientation, intermédiation et développement des compétences. Et là, maintenant, c'est un travail de chaîne de chez nous. Maintenant, nous les orientons vers eux, comme tous les offres de recrutement passent par eux. Donc, à ce niveau, maintenant, ils vont tenter leur chance. Ce programme gouvernemental subventionne jusqu'à 3 mois de stage renouvelable dans les structures publiques et privées au profit des jeunes sans expérience. Par ailleurs, les demandes continuent d'affluer auprès de l'Office à cause de la pandémie de Covid-19 qui a fortement accentué le chômage des jeunes ces derniers mois.
je suis allée au niveau de l'ONAPE. Donc j'ai déposé un dossier pour un stage. Alors, après le suivi, l'ONAPE nous a rappelé pour nous offrir une expérience dans le domaine de la santé. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés ici avec certains de nos collègues ou camarades, je dirais. Nous avons été bien accueillis ici, ils nous ont bien encadrés. Par la suite, ils ont fini par nous retenir pour un emploi. Donc cela nous va droit au cœur et nous tenons aussi à remercier l'ONAPE et le cabinet en même temps. Pour rappel, l'Office national pour la promotion de l'emploi est une institution gouvernementale mandatée pour informer les jeunes sur le marché de l'emploi. Elle veille également au contrat de travail et autorisation d'emploi des expatriés, appuie la création d'activités et la réinsertion sociale des jeunes. Alerte aux inondations, on note une montée des eaux du fleuve Niger. Plusieurs quartiers de la ville de Niamey inondés suite à une montée exceptionnelle des eaux du fleuve Niger. Dans les arrondissements communaux Niamey 4 et 5, ce sont des hectares de rizières qui sont déjà submergés par les eaux, mais également de milliers d'habitations et de sinistrés en moins de 72 heures. Face à la montée des eaux et en absence d'une solution pour son évacuation, certains riverains du fleuve Niger sont obligés de quitter leur habitation. Il est en train de monter. Hier vers 19h, moi j'étais là. Il n'y avait pas cette eau-là. Donc il faut voir le petit mur là, je l'ai fait hier vers 2h du matin. À la station de Niamey, l'eau du fleuve est montée à un niveau jamais atteint par le passé selon les spécialistes. À la date du 12 août 2020, le fleuve Niger a atteint le niveau de la crue rouge avec un niveau de 622 cm. Le débordement du fleuve qui couvre 9 États de l'Afrique de l'Ouest est causé par les pluies diluviennes qui frappent le Niger ces derniers jours. Selon l'autorité du bassin du Niger, ABN, le pire est à venir. Au niveau de la sous-région, à savoir le Niger, en aval de Niamey, les régions de Gaïa, Mananville au Bénin, mais également au Nigeria, que cette onde de crue qui est en train d'être observée au niveau de Niamey va se poursuivre. Va poursuivre pour atteindre ces villes que j'ai citées et ces différentes localités. Donc vraiment la population qui se trouve en aval de Niamey doivent prendre des mesures conséquentes pour essayer de préserver les personnes et leurs biens. Selon le Bureau de la coordination humanitaire des Nations Unies, les inondations ont affecté depuis le mois de juin 88 000 personnes à la date du 13 août 2020. On déplore également, selon l'agence unisienne, 33 pertes en vie humaine et plus de 9 000 maisons effondrées dans tous les pays. Et c'est la fin du 19h45 édition de ce vendredi 28 août 2020. Merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui se sont mobilisées. Prenez rendez-vous dans LTM, la télévision du monde inspirée par vous.